Ils sont l'aboutissement d'une longue série de découvertes en biologie. Ils naissent en 1972 aux États-Unis et depuis connaissent une croissance exponentielle. Ils peuvent être issus de différentes techniques du génie génétique. Ils peuvent être mobilisés dans une multitude de domaines, mais ils doivent surtout leur célébrité à leur usage dans l'agroalimentaire. Ils révolutionnent l'agriculture traditionnelle et sont autorisés dans certains pays, interdits dans d'autres. Ils soulèvent des enjeux éthiques, économiques et sanitaires. Et surtout, ils font débat. Cette série de vidéos a pour but de faire le tour de ce super débat de la manière la plus simple et la plus complète possible. Aucun prérequis n'est nécessaire. Si vous voulez en apprendre un peu plus, comprendre un peu mieux et pouvoir vous faire votre propre opinion, c'est fait pour vous. On verra ce qu'est un OGM, comment il est construit, d'où il vient, comment il fonctionne, combien il y en a, où il y en a, et surtout, on va se plonger dans le vaste débat qui y est associé. Argument pour, argument contre, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors bien sûr, ça va prendre pas mal de temps. Alors commençons par le commencement. Aujourd'hui, une brève histoire des OGM. Pour passer en revue la petite histoire des OGM, le mieux c'est que vous montiez avec moi là-dedans. Allez, montez, direction 1839. J'ai pris rendez-vous avec ces deux messieurs, Matthias Jakob Schleiden et Theodor Schwann. Je voulais vous les présenter parce qu'en 1839, ils viennent de faire une découverte fondamentale en biologie. En fait, ils ont observé que tout ce qui est vivant, les animaux, les végétaux ou les bactéries, tout ce qui est vivant est constitué d'un seul et même élément, la cellule. Donc que ce soit chez les vers de terre, les coccinelles, les sapins, les champignons ou les micro-organismes, on retrouve toujours les mêmes composants de base, les cellules. Quelques années plus tard, avec l'amélioration des lentilles de microscope, on va très vite se rendre compte que dans chacune de ces cellules, il y a un noyau, et que dans ce noyau, il y a des éléments encore plus petits, en forme de X, et c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Avançons un peu dans le temps pour comprendre l'importance de ces chromosomes. Remontons dans notre voiture, rentrons les coordonnées, et nous voilà en 1902 pour notre second rendez-vous, qui est cette fois-ci avec le docteur américain Walter Sutton et le biologiste allemand Theodor Boveri. Chacun de leur côté viennent d'aboutir à une même hypothèse sur les chromosomes. Ils seraient le support de l'information héréditaire. C'est-à-dire que, selon cette hypothèse, tout ce qu'on hérite de nos ascendants, la taille, la forme, la couleur des yeux, la couleur de peau, de poils, tout ce qu'on hérite, ça serait basé sur des informations qu'on retrouverait dans les chromosomes. Bon, ces hypothèses vont être un peu contestées pendant quelques années, jusqu'à l'arrivée des travaux de Thomas Hunt Morgan en 1912, 10 ans plus tard, qui vont définitivement valider les hypothèses avancées par Sutton et Boveri. Pour information, ces morceaux de chromosomes responsables du facteur héréditaire, c'est ce qu'on appelle les gènes. Sur l'ensemble des chromosomes, on trouve donc les différents gènes qui vont déterminer les caractéristiques de l'être vivant. Avançons encore un peu dans le temps pour nous rendre en 1944, où une nouvelle découverte a été faite par Oswald Avery et son équipe. On savait déjà que les gènes qui portent l'information héréditaire se trouvent dans les chromosomes. Eux viennent avec leur découverte nous montrer qu'ils se trouvent plus précisément sur l'ADN. L'ADN, qu'est-ce que c'est ? Si on étire le chromosome, on obtient une sorte de chaîne composée de deux brins enroulés l'un autour de l'autre pour former une double hélice. Et c'est ça qu'on appelle l'ADN. Elle a donc une forme de double hélice, et ces brins sont reliés entre eux par les bases azotées. Il en existe 4 différentes, A, T, C et G. Un gène, c'est donc tout simplement une longue suite de ces 4 lettres, de ces 4 bases azotées, et c'est l'ordre de succession de ces lettres qui va définir le caractère transmis. Par exemple, la suite de bases azotées ATCTGAAC va donner un autre caractère que la suite ACGAATTA. On avance encore un petit peu dans le temps pour nous rendre dans les années 1960. Et cette fois-ci, ça y est, on y est. On fait la découverte fondamentale qui va donner la possibilité des OGM. En fait, c'est tout simplement pendant cette période qu'on réalise que le code génétique est universel. C'est-à-dire que les bases azotées, ce sont les mêmes chez tous les êtres vivants. Que ce soit chez les cochons, les humains dans une feuille ou un radis, l'ADN est structuré par les 4 mêmes lettres A, T, C, G.
Les conséquences pratiques qui découlent de cette découverte sont juste immenses. Comme le langage génétique est universel, comme c'est le même pour tous les êtres vivants, alors on peut théoriquement prendre n'importe quel gène d'un organisme pour le mettre dans n'importe quel autre. Il arrivera alors à le décrypter, étant donné qu'il est écrit dans le même alphabet, et il le prendra alors pour son propre compte. La découverte de l'universalité du code génétique ouvre donc la possibilité de l'organisme génétiquement modifié. On sait désormais qu'il est théoriquement possible de transférer un gène donnant une caractéristique particulière d'une espèce à une autre. C'est ainsi qu'on aboutit au premier transfert de gènes en laboratoire en 1972 par Paul Berg et son équipe. Ils parviennent à introduire un gène étranger à la bactérie Escherichia coli. Tout s'accélère dans le début des années 80. En 1982, on obtient le premier animal génétiquement modifié. C'est une souris géante à qui on a introduit le gène de l'hormone de croissance du rat. La première plante génétiquement modifiée suit rapidement. Elle est créée en 1983 par des chercheurs de l'université de Gand qui réussissent à introduire à un plant de tabac un gène de résistance à un antibiotique. Enfin, en 1994, la première plante transgénique est commercialisée aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est la tomate Flavre-Savre qui a été génétiquement modifiée pour rester ferme plus longtemps. Alors pour finir, qu'est-ce qu'un OGM en fin de compte ? À ce stade, on a tous les éléments pour en donner une définition. Un OGM est un organisme vivant qui héberge au moins un gène qui ne lui appartient pas de manière naturelle. Son code génétique a été modifié par la main de l'homme, par ajout, suppression ou remplacement d'au moins un gène, afin de lui conférer de nouvelles caractéristiques. Maintenant qu'on sait un peu mieux comment sont apparus les OGM, il serait judicieux de comprendre comment fonctionnent les OGM. Mais pour ça, il va falloir attendre une petite semaine. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le second épisode.